J'arrive dans le métier en 1990 chez Mediatel, qui était rue Cardinal, 17e à l'époque. Le télémarketing était dans les beaux quartiers. Donc Mediatel, je suis devenu directeur associé, directeur général, actionnaire, et je l'ai vendu à Seritex. Et avec Seritex, on a eu des années assez violentes de développement. Donc c'est les années 95 jusqu'à 99, dérégulation télécom, internet. Donc voilà, j'ai eu une période assez sur la vague où on est passé de télémarketing à call center. Il y a en 90, sur le poster des revues de l'époque, ça va être le 7 ou 8e opérateur, avec un chiffre d'affaires faux comme tous les autres, mais qui était, à l'époque on devait faire 15-17 millions de francs de chiffre d'affaires en 90, 91. On faisait de la télévente d'abonnement presse, on a créé le système du réassortiment et du référencement dans les pharmacies à l'époque par exemple, donc ça date des années 90, 91. Donc on a toujours vendu par téléphone. Il y a des trucs où on peut passer à côté de parfois des choses. Bon, Seritex, il fallait partir, rester un peu et toucher un petit peu d'argent les Anglais quand ils sont partis, quoi. Voilà, il y avait du fric à prendre que j'ai pas pris parce que je suis démissionné. En fait, MKT, la structure existait, c'est celle de mon épouse, et l'idée c'est la sienne. Moi, je n'étais qu'une petite main à cette affaire. Donc, elle avait son business, et en fait, je l'avais poussé. Elle faisait essentiellement des sondages politiques, des sondages. C'est de l'étude quantitative. Donc en fait, je l'ai poussé, parce qu'on avait déjà un plateau là-bas, sur Supporter à faire de l'offshore. Et en fait, sa réaction à l'offshore, ça a été de dire pourquoi on va chercher loin, alors qu'il y a déjà, à l'époque on connaissait le député des Yvelines qui était sensibilisé là-dessus, Étienne Pente, sur le problème des prisons, il travaille en prison. Donc elle a dit, en fait, essayons de faire ça. Simultanément, les choses arrivent toujours en même temps. Mettons que Sarkozy et Alliot-Marie voulaient faire le test, puis ils avaient fait un petit benchmark, ils avaient vu ce qu'ils faisaient en Italie, un peu aux États-Unis, à la même époque, à peu près. Donc Webhelp a ouvert son plateau sur le centre de détention femmes à Rennes, à la même époque à peu près. En fait, les prisons, c'était une aventure humaine géniale, extraordinaire. Et en fait, je suis allé au bout du concept en disant, parce qu'on a ouvert la Roumanie, la Tunisie, quand on arrive à l'époque, un call center en Tunisie, les gens, ils travaillaient à l'export, ils étaient bien payés, ils avaient des beaux bureaux et des ordinateurs, ils ont la banane, quoi. 5 ans après, tu reviens, ils sont comme dans le 17e à l'époque, ils font la gueule en briefing. Donc je dirais que quand on ouvre quelque part une destination, on crée du bonheur, les gens sont contents, ils apprennent, il y a une dynamique qui s'installe. Et en prison, on était au bout du concept, ça veut dire qu'en gros, tout ce que les gens considèrent comme la lead de la société, je veux dire, enfin, tout ce qu'il ne faut pas, qui n'est pas bien, etc. Et en fait, on a des clients qui sont venus, ils ont dit, ben en fait, c'est un centre d'appel, quoi. Voilà, c'était la plus belle victoire. C'était que, en fait, ils sont devenus, ça a été plus long pour certains, mais de bons téléconseillers. Donc ça veut dire que tout le monde peut devenir un bon téléconseiller, entre guillemets, je veux dire. C'est un problème de formation, d'investissement, d'écoute. Et je pense que c'est une belle leçon, y compris pour maintenant l'offshore. La garde des Sceaux à l'époque, Michel Alliot-Marie, et le directeur général de la pénitentiaire, ils trouvent ça génial. Bon. Et de l'autre côté, les détenus, quand ils ont commencé à le faire, ils ont trouvé ça génial. Tout le problème, c'est ce qui se passe entre les deux. Entre les deux, tout le monde trouve ça pas génial du tout, parce que ça fait bouger les habitudes, parce que c'est plus simple de fouiller un camion que de fouiller un VPN. Je veux dire, tout ce qui était simple, donc ça a été très très difficile. Et pour être clair, on a ouvert in fine que 2 plateaux, Versailles et Bapaume. Dans les 2 cas, il a fallu... Ouais, dans le Nord. Il a fallu que la ministre, la garde des Sceaux, mette dans son agenda qu'elle l'inaugurait pour qu'on puisse ouvrir. Autrement, les services de sécurité ne nous auraient jamais laissé passer. Il y avait audit sur audit, sur audit, sur contre-audit. Donc en fait, ça s'est fait... Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'est fait quand même poussé par le politique. Ça a été compliqué. Mais après, ça a pris beaucoup de temps, ça nous a porté préjudice sur la productivité, parce que quand on vous arrête pour faire un audit pendant 3 semaines, c'est pour un centre d'appel, c'est pas très efficace pour les clients, donc c'est pas évident. Mais l'enjeu, il était on espérait ouvrir une nouvelle frontière, si je puis dire. On a prouvé, et les clients l'ont testé à l'époque, qu'on était aussi efficace, voire plus et qu'on était une vraie alternative, que c'était une solution, entre guillemets. On n'a pas prouvé que c'était viable et que c'était acceptable par la société.
aujourd'hui, on voit bien que, enfin, c'est très bien que le garde des Sceaux s'émeuve de ce sujet, parce que ça faisait quelques années que c'était plus un sujet majeur pour les gardes des Sceaux. C'est évident que le travail en prison, c'est une catastrophe, parce que déjà, il n'y en a pas assez. En gros, c'est 25-27%, on ne sait pas exactement, de détenus qui travaillent. Quand ils travaillent, c'est souvent pour des tâches qui sont par définition payées à la tâche. Donc, malgré ce qu'a essayé de faire le mari, c'est assez peu structuré, on va dire, la relation contractuelle. Et il y a un immense besoin, beaucoup ont besoin de travailler. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors c'était la maison d'arrêt pour femmes, donc c'est une maison d'arrêt et pour des femmes, c'était une particularité. Il y avait une volonté parce que c'était pour elles, c'était génial, quoi. Elles arrivaient dans un endroit qui était sympa, elles pouvaient parler à des gens toute la journée, en fait, elles s'évadaient au sens virtuel du terme. Donc c'était une attente, et quand on a arrêté, Laure a eu des tas de lettres désespérées, de regrets de détenus qui ont écrit pour dire on regrette que ça se soit arrêté, quoi. Donc il y a une attente. Les détenus, évidemment, ils n'ont pas tous envie de travailler. Enfin, en plus, ça dépend où vous allez. Si vous allez sur mettons une maison d'arrêt qui récupère tous les dealers de drogue, vous n'avez personne qui veut travailler. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'argent. Dans la moyenne d'une maison d'arrêt, il y a quelques détenus qui ont besoin de cantiner, qui fument, c'est une économie, là, la prison, il faut de l'argent, quoi. Ouais. Donc en fait, ils cherchent du travail. Et c'est vrai que le souci, c'est que les travaux qui sont faits en prison, c'est parce qu'ils ne sont pas rentables à l'extérieur. Donc faire de la mise sous pli dans des revues, je veux dire, c'est clair qu'ils ne vont pas trouver un job en prison avec ça. Alors que nous, par définition, on avait passé des deals, des accords avec quelques opérateurs, quelques gros prestataires de centre d'appel, qui s'engageaient à recruter les détenus s'ils postulaient tout de suite. Parce qu'ils avaient 6 mois, 1 an d'ancienneté dans le centre d'appel. Donc ils étaient formés à un métier qui est en tension. En fait, ce qu'on avait, c'est assez logique. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait un taux de rejet à la première phrase qui était 80% plus faible que des opérations offshore. Donc en fait, on passait mieux la capacité de pouvoir présenter le script, et les performances étaient totalement identiques. Clairement, il y a certaines détenues, il a fallu 4 mois, 5 mois, 6 mois de formation pour arriver à ce qu'elles arrivent à décoincer et à se lâcher et à devenir efficaces. Mais non, ils étaient évidemment... Ce qu'on apprend en étant en prison, c'est que les gens sont en prison, mais à part ça, quand on vit avec eux toute la journée, ils sont comme les autres. On est tombé dans un milieu qui est peut-être organisé. Nous, on est arrivés comme des clowns super naturels, à frimer partout en disant on paye plus que les autres, on paye à l'heure, ce qui est pas nécessairement été peut-être pas idéal. Mais dans tous les cas, c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a l'avocat, lui, il est un peu spécialisé dans le fait de traquer la pénitentiaire. Il y a des avocats qui font ça, ils prennent les plaintes pour la nourriture, pour ce qu'on veut. Je veux dire, bon, il y a des lobbies, quoi, hein, c'est pas grave. Et donc en fait, il nous a pris. Nous, on est tombé sur un truc où on s'est fait allumer. L'administration pénitentiaire ne croyait même pas que ça passerait au prud'homme, parce que c'est écrit dans le code pénal que le droit du travail ne s'applique pas. Donc pour eux, il n'y avait même pas de sujet, quoi. C'est qu'en fait, Michel Omary a voulu faire encadrer, ce qui est très bien, les relations de travail dans la prison. Donc elle a créé, on va dire, un simulacre de droit du travail, c'est-à-dire les termes ne sont pas les mêmes, mais il y a l'entretien pour déclasser, mais pas licencier, 48 heures pour réagir. Enfin, je dirais, c'est une duplication avec des termes différents du MeToo pour créer quand même un système où il y a un contrat, il y a des heures, il y a des taux horaires. Donc c'est très bien, c'était pour encadrer le système. L'inconvénient, c'est que ça a créé tellement un MeToo qu'ils se sont engouffrés en disant mais donc en fait elle a un contrat c'est un contrat de travail. Je veux dire, donc vous l'avez licencié, donc si elle est licenciée, elle a droit à des licenciements, elle a droit à ses congés payés. Ils ont tiré sur la ficelle pour demander la même chose qu'un contrat à l'extérieur. Le calcul des salaires en prison, enfin dans celle-là, je ne vais pas juger les prisons de France, mais en l'occurrence celle-là, en fait, comme c'est que du travail à la tâche, ils prenaient le taux horaire et ils divisaient par le montant de la somme qu'on devait, et ça faisait des heures. C'était un système qui était à l'envers, c'était pas un logiciel de paye. Hein. Donc ils ont une logique de payer qu'à la tâche. Donc la tâche, on fait à l'envers le mode. Donc nous, comme elles avaient un contrat de, je dirais 120 heures, ils ont pris tous les salaires du mois, ils ont divisé par 120, ils ont dit ça fait 2,12 € de l'heure. Bon. Nous, on a réglé ça avec le conseil général de prison, on a tous les Excel, tout ce qu'on veut, on les payait bien ce qu'on disait, je veux dire, c'était pas un sujet. Mais ça a jeté un peu le doute dans le système, et surtout, le tribunal des prud'hommes de Paris s'est saisi de l'affaire,
La première fois, la pénitentiaire n'a pas libéré la détenue, elle n'a pas amené, donc ça a été reporté, ce qui n'a pas arrangé, je pense, le mental des juges du prud'homme. Donc du coup, on a été condamné sur la base comme on travaille, quoi, licenciement, et évidemment, la justice, le ministère était assez affolé par la démarche, parce que si ça avait été une jurisprudence, ça veut dire qu'il n'y avait plus de personnes qui faisaient travailler des détenus en prison. C'était assez simple. Ça rend incompatible. On peut dire c'est cool, ils sont mal payés. Je veux bien, mais s'ils sont mal payés, c'est parce que c'est l'État qui ne veut pas subventionner leur travail. Il donne un avantage à l'envers. C'est-à-dire que l'avantage, il le fait payer par le détenu. Alors que si vous êtes au RSA, l'avantage, il est positif. Je veux dire. Donc en créant cet avantage en creux, ça crée un système qui est assez vicieux, si je puis dire, au départ. Donc voilà, on s'est retrouvé pris dans ce maelstrom là-dedans. Et la cour d'appel a évidemment cassé le jugement, parce que c'était pas possible de maintenir. La cour d'appel a oui, c'est pas resté. Enfin, il n'y a pas de jurisprudence. D'accord. Marilyn, quoi. In fine, t'as gagné. Oui, c'est ça. Oui, enfin, on a tout perdu, mais on a gagné, ouais. D'accord. Que je pense qu'il faut des fois il faut mieux rester discret que de ramener sa fraise. On passe à côté d'immenses choses, parce que là, aujourd'hui, j'ai vu, Dieu merci, l'ancienne régie du travail en prison a créé un plateau à Toulouse, ou je sais pas où, enfin, ou à Nantes. Donc, parce qu'à l'époque, quand nous, c'est parti en sucette, j'ai écrit au DG, à l'époque, c'était la RIEP, j'ai dit, reprenez le truc, nous, on va planter, reprenez, parce que vous aurez peut-être plus de poids politique, parce que, quand c'est le cas aux États-Unis, ils travaillent pour l'État fédéral et pour les États. C'est évident que j'adore les gens qui gèrent le 39-39 pour l'État, je veux dire, tant mieux pour eux. Mais ça paraît assez évident de dire, j'ai peut-être, pas beaucoup, peut-être 5-10% de la population carcérale qui pourrait travailler en santé, parce qu'elle en a envie, qu'elle a un minimum d'élocution et de capacité. Bon, mais c'est pourquoi je ne mets pas des plateaux comme ça, et je ne mets pas des services publics qui soient traités là-dessus. Je veux dire, ça me paraissait du bon sens. Et c'est vrai que le politique, à l'époque, on avait eu des approches avec les politiques, enfin à Bercy, mais en fin de compte, c'est perdu dans les méandres de Bercy. Il n'y a jamais eu de vraie décision de dire on met de la prestation service public. D'abord en Italie, bon, mais Télécom Italie, d'ailleurs 5 ou 6 opérateurs depuis 2008, donc je veux dire que ce n'est pas non plus la croissance de Tercea. Après, on a les États-Unis, où ça reste, il y a plusieurs milliers d'opérateurs, et à ma connaissance, il n'y en a qu'un qui est privé, c'est Téléverde à Phoenix. Mais là, c'est le ministère de la Justice américain qui gère ces people, donc c'est eux qui les vendent, entre guillemets, c'est-à-dire à des call centers. Donc c'est l'État qui prend la responsabilité d'être l'intermédiaire. Je veux dire, il n'y a pas d'opérateur direct avec les détenus. Et on va dire que ça marche, alors qu'aux États-Unis, dans la plupart des cas, ils sont payés $1 ou $1,50. Enfin, nous, dans notre logique d'exploitation, alors là, ils y sont à donf, mais ils le vivent plutôt bien. Il y a un problème de schizophrénie entre punition et réinsertion, quoi. Enfin, d'ailleurs, la pénitentiaire, elle a 2 piliers. Je garde et je réinsère. Le pilier gardé paraît plus développé que le pilier réinséré. Et dans la vie sociale, c'est pareil, quand les gens ils sont d'accord pour qu'ils soient punis, pour qu'ils se réinsèrent, c'est plus difficile. Donc aujourd'hui, les abus ont continué, le CPF a été le summum de l'aberration, parce que comme ça ne coûte plus rien de faire des SMS, c'est devenu du délire. Donc comme tout système naturel, on crée des anticorps, puis on est bête, on crée des anticorps. Donc, là, l'anticorps est devenu juridique. Et c'est vrai que l'opt-in, ça se développe partout dans le monde. Enfin, dans les pays développés, on voit aux États-Unis, ça se développe, et la loi est assez dure aux États-Unis. Hein. Mais après, le problème, ce sont les transporteurs, quoi. Puisque, en fait, aux États-Unis, aujourd'hui, le combat, c'est pas sur les opérateurs, c'est sur les transporteurs de télécom qui sont, en fait, les vrais complices, puisque ceux qui font rentrer les communications. Là, pour ne pas être politiquement correct, je veux dire, le marché du leads, donc le fait de dire on va faire digital, quoi, en gros. Bon, donc c'est évident que tout le monde sait depuis que ça existe que c'est mieux de faire de l'inbound, c'est mieux que les gens t'appellent plutôt que de les appeler. Jusque-là, même en 90, on s'en doutait. Hein. Donc ça, c'est très bien de faire de l'inbound. Et le digital permet de faire de la grosse diffusion. Mais ce qu'on peut noter aujourd'hui dans la vraie vie, c'est que les agences qui font du digital achètent du lead télémarketing pour compléter leur volume, parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc ça veut dire que si ça marchait si bien que ça, on n'aurait pas besoin de refaire à l'ancien du sortant
pour créer des leads. Donc le digital, aujourd'hui, ne génère pas assez de leads par rapport aux besoins des clients, dit autrement. Aujourd'hui, il reste très peu de mid-market, donc ça veut dire que soit ils ont la chance d'avoir un gros client qui est fidèle depuis 20 ans avec eux, c'est souvent le cas pour qu'ils tiennent aussi longtemps, quoi. Mais soit, et c'est le cas de certains, ils sont en phase de croissance, quoi. Mais pour moi, ceux qui se développent, ce ne sont plus des Français, quoi. En tant qu'opérateur, mid-market, je veux dire, les mid-market, soit ils clapotent, ils sont rachetés par un courtier d'assurance, par un truc, parce que les gens veulent acheter des positions, quoi. Ça, c'est arrivé à une époque. Mais je veux dire, je vois plus de grosse croissance du mid-market franco-français. Aujourd'hui, ceux qui se développent, ça va se passe au Maroc aujourd'hui, en fait, en l'occurrence. Je suis allé au salon de l'intelligence artificielle, donc c'était passionnant. Donc c'était intéressant. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intelligence artificielle. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.